consultant chez Vocasa, hein, et mon rôle à moi est d'accompagner nos clients auprès de leurs projets. Donc je suis vraiment orienté opérationnel et donc notamment l'envoi des emails fait partie de mon quotidien. Donc je souhaite partager avec vous ces connaissances pour vous assurer que vos emails marketing notamment seront bien délivrés. Alors succinctement, je vais vous présenter d'abord Vocasa, notre société. Donc, Vocasa est une société qui a plus de 12 ans d'existence et près de 1000 clients. Nous appartenons à un groupe qui s'appelle Winsoft, qui contient environ 50 salariés. Winsoft nous assure une présence dans toute la France, à Paris, Lyon, Grenoble, mais également au niveau international. Plus précisément, Vocasa, donc nous, notre société du groupe, nous sommes un acteur majeur des enquêtes en ligne. Nous avons donc à ce jour, comme je le disais, plus de 1000 clients, aussi bien dans le B2B que dans le B2C. Donc B2B, des clients qui travaillent avec des professionnels ou directement avec de la grande consommation directe. Et nous, étant un acteur majeur des enquêtes en ligne, nous recouvrons tous les besoins du métier de la remontée d'informations. Voilà. Donc notre cœur de métier, c'est le logiciel et notamment les enquêtes en ligne. Et donc pour cela, nous envoyons des emails. C'est vraiment notre quotidien. Très rapidement, nos offres chez Vocasa se déroulent sous 3 axes. Nous avons une offre Survey Manager qui vous permet d'être autonome dans vos enquêtes. Une offre clé en main où là, nous faisons vos projets d'enquête pour vous. Et les enquêtes automatisées qui nous permettent en fait de mesurer en temps réel la satisfaction de vos clients notamment, et de mesurer toutes les remontées et de vous donner des indicateurs de pilotage. Voilà, donc c'était très succinctement pour se présenter. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, donc les 3 clés pour un email marketing livré. Donc dans ce webinaire, bien qu'au-delà du métier de l'enquête, on va partager ensemble l'un des fondamentaux du marketing digital, à savoir envoyer des emails et puis surtout toucher sa cible lorsqu'on envoie un email. Qu'appelons-nous la délivrabilité? Alors, la délivrabilité, c'est la capacité des emailing à parvenir au destinataire. C'est-à-dire, pour le dire autrement, d'améliorer la livraison des emails en boîte de réception. On sait que le principal frein à cela, c'est notamment l'anti-spam, qui va protéger les boîtes mail de trop de mails de sursollicitation. Donc, on va voir ensemble comment faire pour avoir l'aval de ces moteurs anti-spam pour que nos emails arrivent bien dans la boîte de réception directement, sans que l'utilisateur n'ait à intervenir. Et puis, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que ce sont les indications que je vais vous donner aujourd'hui peuvent évoluer et évoluent tout le temps. En fait, les indications et les recommandations que je donne dans ce webinaire n'étaient pas les mêmes qu'on aurait données hier et ne seront peut-être pas celles que nous donnerons demain. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et nous, chez Vocasa, on se renseigne à ça, vu que c'est partie intégrante de notre métier que d'envoyer des emails. On se maintient informé de ces contraintes. Et en tout cas, ce que je vais vous donner aujourd'hui est vrai pour aujourd'hui, mais comme je disais, il faudra peut-être venir nous voir une prochaine fois pour se tenir à jour. Alors, ces fameuses clés. La première clé concerne le contenu des emails. On va entrer dans le détail de ces 3 points lors de ce webinaire. Donc, on a vu le contenu, comme je disais à l'instant. La deuxième clé, l'identité vérifiée lorsqu'on envoie un email. Et la troisième clé, le fichier de contact que l'on va utiliser. Donc vraisemblablement, au niveau marketing, vous avez la main sur le premier point, à savoir le contenu et ce que l'on va mettre dans notre email. Donc ça, on va s'attarder un petit peu dessus, mais on va rappeler les grands principes de ce point-là, donc du contenu. Le deuxième point concerne l'identité des personnes. Donc là, on va plutôt s'intéresser à une partie technique. On va rester quand même dans la vulgarisation simple des explications, mais on verra comment l'identité est vérifiée au niveau technique et comment faire justement pour s'assurer que notre identité, lorsqu'on envoie un email, est la bonne. Et enfin, le fichier de contact, qui est une base essentielle et bien souvent, elle est négligée, cette clé. C'est-à-dire que le fichier de contact a vraiment une part prépondérante pour les envois que l'on fait le jour J, mais également pour les envois qui viennent à la suite, c'est-à-dire les futurs envois que l'on fera auprès de cette même base ou d'une autre base, on le verra dans le détail. Intéressons-nous
au contenu. Alors, je vous ai mis un exemple d'email ici, marketing tout simple, donc avec une mise en page vraiment sommaire, mais qui va nous permettre de présenter ce dont on doit mettre dans le contenu d'un email. Un email se compose de 3 zones. On va le voir ensemble. La zone d'en-tête, donc qui est la partie supérieure dans un email, où ici il est vraiment indispensable de présenter son identité et de mettre le lien miroir. Qu'est-ce que le lien miroir? C'est lorsque la personne recevra mon email, si sa mise en page n'est pas compatible avec mon outil de messagerie et que l'email n'est pas propre, n'est pas beau, en cliquant sur ce lien, il verra vraiment la communication que j'ai voulu lui adresser. Donc c'est important. L'identité également est vraiment importante. Votre nom, votre marque doit apparaître clairement dès le début du message pour que la personne, lorsqu'elle reçoit le mail, sache qui lui parle. Mais tout cela va influer également les moteurs anti-spam, puisqu'il y a plusieurs vérifications qui sont faites entre l'entête d'un email, son contenu, sa signature. On verra que le lien qu'il y a dans l'entête entre le nom de la société et le nom que l'on a dans le pied de page, qu'on verra juste après dans la zone, doit correspondre pour que la délivrabilité soit optimale. Deuxième partie, comme je l'évoquais à l'instant, le pied de page. Dans ce pied de page, on doit systématiquement mettre le lien de désabonnement pour permettre à la personne de ne plus être sollicitée et ce que j'appelle la mention CNIL qui fait écho en fait au droit de modification, de rétractation de la loi du 6 janvier 1978. Ça, ce sont plutôt des prérequis légaux pour que l'on soit tranquille lorsque l'on fait un email, que la CNIL ne vienne pas nous embêter sur cela et que une personne qui reçoit vos emails puisse tout de même se désabonner. C'est important de respecter les desiderata des personnes lorsqu'elles reçoivent un email de votre part. La troisième zone, le contenu. Donc c'est vraiment le message que l'on veut faire passer. Donc on va y rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais dans ce contenu, il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, il faut faire une mise en page lisible, c'est-à-dire une police minimum en 10 pixels, voire en 12. On est obligé d'avoir quelque chose de lisible facilement. Idéalement, on préconise de personnaliser le prénom et le nom des personnes par champ de fusion. Alors, je mets le prénom et le nom, mais il est plutôt vrai que dans les tendances marketing digital actuelles, on met plutôt le prénom, on voit plutôt un email qui va s'adresser, par exemple pour moi-même, en mettant bonjour Romain, plutôt que bonjour Romain Garcia. Ça fait quelque chose de très robotisé quand on met le nom et le prénom, donc on met plutôt que le nom, ou alors Monsieur Garcia quand on a la civilité. Mais il est important de personnaliser cela parce que ça va faire varier du contenu dans les emails. Et du coup, quand les moteurs anti-spam vont analyser tous les emails qui sont envoyés du même serveur, ils verront que le contenu est dynamique. Et du coup, cela apportera des bons points, on le verra à la fin, pour la délivrabilité de mes emails. Le troisième point, le rapport de texte et d'image. Il est important d'avoir au moins 2 tiers de texte pour 1 tiers d'image. Y compris, l'un des pièges à éviter, c'est de mettre du texte dans une image. Des fois, lorsque la mise en page n'est pas optimale, on a tendance des fois à mettre du texte dans une image, dans des outils tels que Paint, Photoshop, InDesign, etc., et à insérer son texte dans l'image. On va éviter cela, il faut plutôt mettre du texte directement dans le corps de l'email, et là, ça sera vraiment considéré comme du texte et non comme de l'image. L'autre point important, c'est d'éviter les mots-clés interdits. Donc là, je ne les ai pas listés, mais on parle de sens commun. J'ai mis l'exemple Viagra parce que je pense qu'il parle à tout le monde. Le mot Viagra, si vous le mettez dans votre email, vous pouvez être certain que ce message sera mis en indésirable et voire même directement détruit sans aller dans la case courrier indésirable. Il y a des mots comme ça où il y a eu beaucoup de spam et d'abus sur certains mots-clés. Donc ceux-ci sont à nuire, à retirer complètement, ils sont vraiment nuisibles à la délivrabilité des emails. Donc on vous conseille vraiment de ne pas les utiliser. Donc dans un premier temps, je dirais qu'il faut vraiment, vous, quand vous faites votre email et votre contenu d'email, faire du bon sens. C'est-à-dire, le mot Viagra, il parle à tout le monde. Il y a certains mots-clés qu'on pourra vous communiquer. Je vois la question de David un petit peu plus tard. Mais voilà, d'abord, le bon sens, pour ne pas se priver de mettre le texte que l'on veut, mais vraiment faire preuve de bon sens tout simplement.
Donc voilà par rapport à ce premier point de contenu. Donc je ne m'intéresse pas au message en lui-même, mais vraiment aux règles à respecter. La deuxième clé concerne l'identité. Alors, l'identité, c'est vraiment un enjeu majeur dans la délivrabilité. Tout d'abord, la bonne pratique à faire, c'est d'utiliser un expéditeur existant. Par exemple, ici, b.dupont@vocasa.com a vraiment une adresse chez Vocasa, c'est quelqu'un qui existe. Donc s'il envoie un email, lorsque les serveurs vérifieront l'identité de l'expéditeur, ils se rendront compte que c'est une boîte mail physique existante. Et donc, il y a le mécanisme du score que j'évoquais va évoluer en notre faveur. On le verra à la fin, hein, la mécanique du score, mais ça nous apportera des bons points. A l'inverse, azerty@vocasa.com n'existe pas. Donc du coup, si j'envoie un email avec cet expéditeur-là, potentiellement déjà la personne qui va me répondre à cet expéditeur ne pourra pas, puisque cette boîte mail n'existe pas, donc quand elle va me répondre, ça partira aux oubliettes, hein, l'email n'existera plus. Et du coup, le score va baisser. Et donc, on le verra dans la mécanique du score, on perdra des points sur notre note de délivrabilité. Donc, il faut vraiment utiliser un expéditeur existant. Mais ce n'est pas tout. L'autre point important, c'est d'avoir un utilisateur autorisé. Pourquoi? Simplement, par exemple, je vais envoyer un email b.dupont@vocasa.com. Donc, je vous ai mis un petit schéma. Donc avec le serveur d'envoi. Donc ce serveur d'envoi qui a la clé, ici, @vocasa.com, c'est lui qui va expédier mon email. Donc là, la petite enveloppe qui part vers mon destinataire et donc qui va le recevoir. Donc imaginons que Martin reçoive un email donc, dans son serveur de réception. Le serveur de Martin, donc ça peut être son outil Gmail, ça peut être sa boîte mail professionnelle, cela peut être tous les outils existants, va aller vérifier que b.dupont a bien l'autorisation d'envoyer un email avec vocasa.com. C'est-à-dire que vocasa.com, l'identité de cette personne est approuvée sur nos serveurs. Du coup, lorsque il va être interrogé, mon serveur va dire oui, b.dupont, c'est bien quelqu'un de chez nous qui vous a envoyé l'email, donc il va nous donner le petit saut qui va bien, et du coup, l'email étant vérifié et l'expéditeur vérifié, Martin recevra l'email directement dans sa messagerie. Donc cela, en termes techniques, en fait, on fait appel à deux technologies qui sont le SPF et le DKIM. Je ne vais pas entrer en détail dans ces spécificités, mais sachez voilà, que cela existe. Pour bien faire fonctionner cette infrastructure de l'email, du coup, on considère qu'il faut fonctionner en couple. C'est-à-dire la DSI et le service marketing. Pourquoi? Le marketing connaît le contenu du message et saura ce qu'il faut écrire, donc s'orientera sur la partie du contenu en délivrant le message qui va bien, auprès des personnes qui vont bien, etc. La DSI ou alors le service de routage professionnel assurera la réputation et la confiance des infrastructures. Donc ils délivrer les petits sauts qui sont nécessaires à cela. Quand je parle de réputation de l'infrastructure de l'envoi, ici on peut utiliser donc soit notre propre DSI qui va envoyer à votre propre DSI, soit un service de routage. Donc ça, ce sont des services que vous trouvez, tels que Sarbacane et autres, qui font de l'envoi de mails professionnels et en masse, et qui sont habitués à cela. Donc eux vont s'occuper de toute la partie infrastructure, et leur objectif, c'est de donner en fait toutes les garanties que je vais dire côté DSI, et de vous laisser la main sur le contenu pour que vous puissiez délivrer vos emails. Le rôle de la DSI est important, puisque c'est également lui qui va maintenir la réputation des serveurs d'envoi. En effet, plus un serveur va envoyer d'emails en masse, plus il risque d'être considéré comme un email qui envoie des spams. C'est sa réputation qui est en jeu. Donc même si on s'assure que le contenu est bon, que les emails délivrés sont bons, etc., la réputation d'un serveur est à maintenir. Donc pour cela, il y a des actions à mener que font les DSI ou les services de routage professionnels pour que la réputation des envois soit toujours opérationnelle et bonne et que les envois soient bien délivrés.
Donc voilà, donc, hein, le service de routage professionnel, c'est vraiment un intermédiaire, hein, lorsque vous n'avez pas vos propres outils ou vos propres infrastructures d'envoi qui vous permettent de réaliser ces envois. C'est là qu'est la valeur ajoutée à utiliser un outil de routage professionnel. Voilà. Le troisième point, le fichier de contact. Donc comme je disais tout à l'heure, l'outil de contact, le fichier de contact est vraiment très important à considérer lorsque l'on fait des envois. Donc j'évoque principalement l'importance de la bonne adresse. Évidemment, bien cibler son envoi, c'est primordial, hein. L'utilisation d'un fichier mal maîtrisé, donc par exemple lorsqu'on achète un fichier de prospect ou qu'on utilise un fichier client mais qui est hors cible parce qu'on s'est trompé ou parce qu'on a dit je vais prendre toute ma base client pour faire du market ou une action commerciale, mais tout le monde ne sera pas concerné par la promotion, cela aura des impacts sur mon envoi, mais également ça aura des impacts sur les envois suivants que je ferai à partir de cette même infrastructure, donc de ce même outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains outils de routage interdisent l'utilisation de fichiers achetés, par exemple. Hein, ils peuvent vous dire, attention, nous on connaît que ce fichier, vous l'avez acheté à tel endroit, et bien on n'autorisera pas l'envoi parce que vous allez vraiment nuire à la plateforme et à la réputation de l'adresse. Donc, je reprends les contacts dans la cible. Donc évidemment, c'est important. Des adresses mail valides. Aussi, c'est toujours mieux hein, lorsqu'on a un fichier qui est maintenu et qui est bien à jour. Ça évite d'envoyer beaucoup d'emails et d'avoir beaucoup de retours d'invalidité. On considère hein, qu'un envoi de marketing auprès d'une base en dessous de 10% de taux d'invalidité, c'est correct. Au-delà, on commence à jouer avec les limites de l'outil et à nuire à la réputation. Donc il faut bien un fichier à jour et maintenu lorsqu'on fait des envois. Les erreurs sont obligatoires. On ne peut pas tomber à zéro erreur lorsqu'on fait un envoi de masse. Par contre, il faut vraiment limiter cela. Le troisième point, c'est qu'il est important de respecter les desiderata des personnes. Si une personne s'est désabonnée, il faut ne plus la solliciter pour les envois suivants. Autrement, elle pourra vraiment nuire. Hein. C'est-à-dire que j'envoie un email de masse à une personne, à ce fameux Martin. Martin se désabonne. Je lui renvoie un email derrière. Donc là, il va renvoyer un signal comme quoi il s'est déjà désabonné mais que ça n'a pas été pris en compte. Donc on va avoir une alerte sur le serveur et puis il va y avoir un effet de propagation, c'est-à-dire que sa plainte va être multipliée par 2, par 3, par 4 à chaque fois qu'il va se désabonner et du coup son impact deviendra vraiment important sur la réputation. Donc il faut vraiment suivre les règles de désabonnement. Lorsqu'on utilise un fichier également, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser son fichier client. Il est important de ne pas épuiser sa base. Donc hein, si je sollicite une base client, par exemple au mois de janvier, je vais éviter de solliciter ce même fichier au mois de février, puis au mois de mars, puis au mois d'avril. On va essayer de tirer l'essence même de notre fichier pour ne pas sursolliciter ces personnes et se dire je vais les solliciter au maximum 4 ou 5 fois par an, par exemple, hein, selon le métier. C'est différent dans le B2B, dans le B2C, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Voilà. Le terme employé lorsqu'on sursollicite les personnes, c'est vraiment l'agressivité. C'est-à-dire que là, on parle de personnes qui sont trop agressives. Pour parler d'un exemple de site de vente en ligne de déstockage, qui est capable de vous envoyer des emails tous les jours, voire 2 emails par jour sur les dernières promotions et les dernières ventes. Là, on peut parler d'agressivité quand vous recevez, on va dire 400 mails par an, c'est vraiment excessif. Donc il faut faire attention à cela et ne pas épuiser sa base. Enfin, la mise en bonne pratique de ces points-là va donc assurer le long terme de nos envois et maintenir la bonne réputation. Donc hein, ça va venir jouer également sur l'infrastructure d'envoi et faciliter le travail de la DSI ou du service de routage. Donc maintenant que l'on a vu ces 3 clés indispensables, je vais vous communiquer un outil qui vous permet de tester vos emails. Donc il y en a plusieurs sur Internet, hein, des outils de services en ligne. Moi je vous recommande ici Mail Tester pour 2 raisons. Il est simple à utiliser, il est fiable et la cerise sur le gâteau, il est gratuit. Donc c'est une plateforme gratuite, hein, comme je le disais, qui vous permet de noter vos emails
et à la fois sur le contenu et sur la réputation de l'infrastructure. Et ensuite, vous aurez un retour avec des différents statuts, donc 5 statuts qui sont disponibles avec les recommandations. Donc vous avez une capture à droite. Mon email a une note de 10 sur 10, il est parfait. Tous les emails passés dans MailTester vont être analysés. La réputation du serveur va être analysée et du coup, on peut se faire un diagnostic facilement de son email et de sa structure avant de faire éventuellement un correctif. Il va venir évaluer les 3 clés que je vous ai données, c'est-à-dire l'expéditeur, qu'il soit approuvé, les adresses et la réputation du serveur sur l'infrastructure. Donc il va venir évaluer ce périmètre-là. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important tout de même, c'est que MailTester va vous retourner donc une note de 10 sur 10, qui sont les règles générales des envois de masse, liées à tous les conseils que je vous ai donnés. Toutes les règles particulières de gestion des messageries n'entreront pas en compte ici. Simplement, si Martin a fait une règle qui dit que tous les emails qui proviennent de vos casas doivent aller dans les indésirables, forcément son email ira dans les indésirables. On ne contourne pas les règles particulières. On est vraiment sur les pratiques générales et même les bonnes pratiques générales d'envoi. Donc pour vous faire une synthèse de ce que j'ai évoqué, un contenu clair dans les emails, une identité qui va bien, un fichier de contact bien dans la cible et maintenu, on fait un test et quand le test est concluant, on est certain que les emails seront dans la boîte de réception. Donc voilà les 3 grandes clés et le test à faire pour vos envois. Donc maintenant ce que je vous propose, il nous reste une petite dizaine de minutes, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vois qu'il y a une question par exemple sur l'objet des emails. Donc l'objet des emails, dans MailTester déjà, il est évalué. Donc si vous mettez un objet par exemple que en majuscule, MailTester va vous dire attention, un objet uniquement majuscule n'est pas bon. Il faut mettre des minuscules et des majuscules, respecter les bonnes pratiques et vous les retourneront. Donc ensuite, à vous de trouver la bonne accroche au niveau marketing pour que l'objet soit pertinent, qu'il donne envie de lire, mais qu'il suive les bonnes pratiques. Et comme je disais, MailTester répondra. Pour autoriser son identité, donc là, il faut voir avec soit votre DSI ou ceux qui gèrent vos plateformes d'envoi. Ou alors, l'outil qui gère cela. Donc si vous utilisez Mailjet ou Sarbacane ou autre, eux savent faire cette autorisation-là. Ou alors, ils vous donneront les préconisations pour dire je veux utiliser tel expéditeur. Donc c'est important. Alors, je vais regarder donc la question, comment peut-on travailler sur la réception sur les différentes messageries pour que cela reste propre? Il semble que le résultat n'est jamais très joli avec Outlook. Ça dépend. C'est vrai qu'Outlook donne un peu de fil à retordre à tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Outlook, en fait, le moteur d'interprétation des emails d'Outlook, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais jusqu'à Outlook 2013, c'était Word qui était imbriqué dans Outlook. Donc du coup, on donnait une page web ou l'équivalent à Outlook qui était transmis à Word et Word redonnait ce qu'il pouvait en interpréter. Donc Word, c'est du traitement de texte, c'est pas vraiment du Internet Explorer ou du navigateur. Donc on avait vraiment des problématiques avec ça. Donc oui, c'était très vrai jusqu'à Outlook 2013. Depuis Outlook 2016, on a moins cette problématique-là. Ils sont un peu plus rentrés dans le rang en utilisant des vrais outils pour interpréter les emails HTML. Ça va mieux. Je connais également une plateforme qui permet d'avoir le rendu sur toutes les plateformes, qui s'appelle Email en acide. Donc je pourrais vous partager le lien. Par contre, c'est une interface payante, mais ça permet, lorsqu'on fait de l'envoi de masse, d'avoir le rendu sur tous les outils de messagerie du marché, que ce soit des webmails type Gmail, Yahoo, Orange, etc., comme des outils lourds type Outlook ou Exchange associés, Thunderbird, etc., etc. Voilà. Donc,
Outlook, la problématique, c'est que on ne maîtrise pas les versions de nos destinataires. Donc on a encore un parc de 2013 et précédent qui est existant. Surtout, des fois, enfin surtout non, mais très souvent dans les institutions publiques ou dans les grandes entreprises où les mises à jour sont un petit peu plus difficiles. Ce n'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais c'est quand même une vérité. Donc là, pour Outlook, il n'y a pas de miracle, hein. C'est pour ça que le lien miroir au-dessus de l'email peut avoir son utilité pour permettre de télécharger, pas de télécharger, pardon, mais d'ouvrir l'email dans un navigateur. Donc c'est important. Si on teste sur un site et que le rendu n'est pas joli, j'allais dire, c'est pas évident. D'autant que maintenant, on est de plus en plus dans l'ère du responsive design et l'ouverture des emails, il faut qu'il soit optimal à la fois sur mobile, sur iPad, tablette et sur ordinateur. Donc, avec les dernières versions d'Outlook, on a moins cette problématique parce que du coup, il gère très bien l'affichage comme tout le monde. Mais sur les anciens, il vous faudra faire un choix, vraisemblablement. C'est-à-dire que soit vous optimiserez votre envoi pour qu'il soit au maximum compatible avec Outlook, avec une mise en page très simple. Par exemple, ce qu'on appellera du une colonne, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout sur une largeur de colonne. Donc, hein, on a une image, le texte en dessous, une image, le texte en dessous. On n'a pas de mise en page complexe pour optimiser. Soit on optimisera les emails avec une mise en page un petit peu plus jolie, un petit peu plus léchée, qui pourra être compatible avec du responsive design, mais il faudra faire le deuil du bon affichage sur les anciennes versions d'Outlook. Donc là, c'est vraiment des choix à faire, mais on ne peut pas, c'est très, enfin, sans dire on ne peut pas, mais c'est très difficile de converger pour que notre email soit compatible vers tous les outils de messagerie du marché. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu le chat, voir si j'ai manqué quelques questions. Pour l'objet, les problématiques techniques. Alors, je fais écho peut-être aux accents, caractères accentués que j'ai vu également, passer un petit peu au-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les emails, on utilise différents codages. Donc ça, c'est plutôt un langage d'informaticien, on va dire, parce qu'auparavant, on pouvait choisir d'envoyer un email avec l'alphabet occidental, d'Europe occidentale, donc le latin, ou alors d'envoyer un email avec non pas cet alphabet-là, mais avec l'alphabet cyrillique ou l'alphabet grec ou les caractères asiatiques, etc. Donc on devait spécifier cela. Maintenant, on a un petit peu moins la problématique puisqu'on a la possibilité de prendre en charge des emails avec un langage qui s'appelle l'UTF-8, un encodage UTF-8, qui est compatible avec tous les caractères accentués et tous les alphabets. Donc du coup, on a moins la problématique des caractères accentués sur les nouvelles plateformes. Mais j'allais dire que c'est plus un problème de DSI et d'infrastructure d'envoi qu'un problème au niveau marketing, au niveau du contenu. Si les accents ne passent pas bien, il vaut mieux vous retourner vers votre DSI ou vers votre service de routage plutôt que dans votre contenu. Il vous dira peut-être qu'il faut enlever les accents, mais eux ont les clés pour éviter cela. Alors, je reprends. Est-ce que les clics sur les mails ont une importance pour la délivrabilité, pardon? Est-ce que les fournisseurs d'accès... Hop, pardon, c'est parti. Arrive à identifier les clics sur le lien de désabonnement et est-ce que ça pénalise les envois futurs? Alors, ce qui pénalise, ce ne sont pas les fournisseurs d'accès en eux-mêmes, ça va être le serveur d'email du récepteur. C'est-à-dire que ce soit Gmail, l'outil de messagerie professionnelle, vocasa.com ou Orange, etc. On n'est pas forcément sur le fournisseur d'accès, mais c'est celui qui va fournir la plateforme d'email qui là pourra se retourner vers vous et dire attention, j'ai désabonné cette personne, vous l'avez sollicité, ce n'est pas normal. Et ensuite, là où l'étape d'après, en fait, donc ce ne sera plus de nuire sur la réputation ici, mais ils pourront déclencher des actions auprès de la CNIL et venir en gros informer la CNIL que vous ne tenez pas les engagements liés à cela et vous poser quelques soucis au niveau de la loi. Donc le problème en fait va être dans un premier temps sur la réputation à moindre échelle, parce que quand j'évoquais les points tout à l'heure, on a toujours à l'écran la note de 10 sur 10, chaque critère va avoir sa propre note. Et par exemple l'identité, ça va être une note à minima
sur 3. Donc si on a une identité qui n'est pas vérifiée, on va perdre 3 points. Si on a un objet avec des majuscules, on va perdre 0,5 points. Donc on a voilà un barème de points qui est différent en fonction des critères. Donc la réputation va perdre quelques décimales dans les points pour une personne et sera amplifié par le principe de la goutte d'eau. Plus de personnes détecteront et remonteront qu'ils se sont des abonnés que vous n'avez pas respecté, au pire la réputation sera, et ensuite une action CNIL pourra être menée contre vous. Alors, est-ce que les envois indifférés régulés, 5 emails à la fois, favorisent vraiment la délivrabilité d'un emailing? Alors oui, par contre le seuil de 5 mails à la fois peut être revu à la hausse. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand on envoie vraiment beaucoup d'emails au même destinataire. Quand je fais un envoi de masse au sein d'une entreprise, c'est-à-dire ou alors au sein d'un même FAI. Donc j'ai 50 000 emails auprès de orange.fr. Donc là, il vaut mieux qu'on ait des lots qui soient envoyés régulièrement dans le temps, plutôt que de tout envoyer en masse. Pourquoi? Parce que les serveurs, en fait, par exemple, j'ai pris Orange, vont vérifier le premier lot, ils vont se dire, tiens, j'ai un lot de 25 000 mails qui arrivent à délivrer, j'en vois que j'en ai un deuxième derrière de 25 000, hop, je vais les mettre ce qu'ils appelleront en liste grise, c'est-à-dire en attente. Je vais aller vérifier que ce n'est pas quelqu'un qui usurpe l'identité, donc le contrôle va être un petit peu plus renforcé et la délivrabilité prendra du temps. Voire même, en fait, ils vont déprioriser les envois, donc si d'autres lots par petits paquets arrivent, ce qui est plus le cas, ils pourront ne jamais être délivrés à cause de cela. Voilà. Les routeurs pro le font pour vous. Ou alors, ça dépend de l'infrastructure d'envoi. Mais en effet, ça concerne les routeurs pro qui le font. Y a-t-il des entêtes obligatoires pour maximiser la délivrabilité? Donc, comme je disais, l'identité, en fait, le parcours des moteurs anti-spam va être de dire, par exemple, l'expéditeur, c'est Bernard Dupont à Vocasa. Dans l'entête de l'email, j'ai un lien miroir, ça pointe vers Vocasa. Le nom qui se présente, le nom de la société, c'est Vocasa. La personne qui signe son email, c'est Vocasa. Le lien de désabonnement pointe vers Vocasa. J'ai fait ma petite requête pour aller voir si B. Dupont était bien chez eux. Oui, c'est bon, donc j'envoie. Donc au niveau de l'entête obligatoire, l'idée c'est vraiment de reprendre votre identité pour que ce contrôle se fasse dans le meilleur des cas. Donc si je fais un aparté, c'est comment on va prendre l'avion, on vérifie les bagages, on vérifie l'identité de la personne, on vérifie son vol, enfin on vérifie tous les papiers. Donc c'est vraiment important de montrer pas de blanche ici et que le faisceau d'identité concorde. Certains serveurs bloquent dès qu'il y a des images, c'est vrai, mais c'est de moins en moins le cas en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a des images, on a une mécanique, alors nous chez Vocasa c'est le cas, mais chez la plupart des outils de routage c'est également le cas. Lorsque les images sont, ou les emails dits graphiques ou HTML sont bloqués, on envoie un email texte, c'est-à-dire qu'on prend que le contenu texte de notre mail et on transmet cet email-là. Et là, libre une nouvelle fois à la personne, au serveur d'accepter ou de refuser cet email. Mais ça permet de contourner un petit peu ce problème que l'on peut avoir donc lorsqu'on a ces blocages pour les images, j'entends, ou lorsque l'outil de messagerie n'est pas très performant. Alors, on parlait de tout à l'heure, mais on peut avoir encore des outils de messagerie beaucoup plus exotiques, développés par l'informaticien qui a envie de faire son propre outil de messagerie avec ses propres règles à lui d'interprétation. Et du coup, dans ce cas-là, on pourra lui transmettre automatiquement un email texte. Au niveau de Mail in Black, il n'y a pas de miracle. Mail in Black, en fait, c'est le seul et vrai anti-spam qui fonctionne quasiment à coup sûr, c'est de demander à une personne de valider ses envois. Par contre, c'est contraignant pour nous, parce que lorsqu'on fait un envoi et qu'on reçoit une autorisation Mail in Black, s'il y en a 1000 à faire, bon, grosso modo, on ne les fera pas, c'est beaucoup trop coûteux en temps. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que Mail in Black, c'est très contraignant également pour ceux qui l'ont en place, parce qu'ils peuvent perdre beaucoup de mails. C'est une mécanique assez efficace, mais trop. Si vous devez recevoir un email d'une personne importante qui n'est pas derrière son outil de messagerie tout le temps, qu'elle doit confirmer son identité pour dire oui, c'est bien moi qui ai envoyé l'email, etc. Voilà, c'est un peu embêtant quand même.
Est-ce vraiment préjudiciable d'héberger les images dans l'email et non en héberger? Alors, pour expliquer à ceux qui ne vulgariser la question. Dans un email, on a deux options lorsqu'il y a des images. Soit les images sont directement embarquées dans les emails, ce qui fait qu'on a un email un petit peu plus volumineux, hein, qui en termes de kilooctets va faire par exemple 100 kilooctets ou 150 kilooctets, mais tout est dedans. Soit nous allons avoir un email uniquement avec des liens, et lorsque la personne va ouvrir son email, on va lui demander voulez-vous télécharger les images associées à cet email, et la personne va cliquer dessus, ce qui fait que lorsqu'elle va recevoir l'email, donc elle n'a pas toute la mise en page, mais par contre elle pourra les télécharger à la demande. Donc ce mécanisme-là est un petit peu tombé en obsolescence, simplement parce que c'était fait quand les connexions Internet n'étaient pas à haut débit comme maintenant. Hein, l'idée, c'était de dire, j'envoie l'essentiel de mon email, le contenu, le texte, la valeur, vraiment la valeur importante dans du texte. Donc mon email fait 3-4 kilooctets, je peux l'avoir. Et puis à la demande, je viens télécharger les images. Donc ça permettait d'optimiser le canal de téléchargement, hein, qu'on avait à l'époque, donc sans avoir du haut débit. Maintenant, entre le haut débit et la 4G sur les mobiles, on a moins cette contrainte. On peut se permettre d'avoir des emails qui sont un petit peu plus lourds. Une nouvelle fois, que l'on ait des images hébergées ou des images à télécharger, le rapport du 2 tiers, 1 tiers est important puisque les moteurs anti-spam ne sont pas dupes. Ils savent que de toute façon, un lien cliquable, que l'on télécharge une image, bah, ça reste une image. Voilà. La taille max idéalement pour un email, j'aurais tendance à dire que c'est dans les 150 kilooctets maximum. Mais une nouvelle fois, c'est différent pour chacun des prestataires, enfin des prestataires d'email. Gmail, par exemple, n'a aucune limite. On peut envoyer des emails sur Gmail avec des pièces jointes de 50 mégas, de 100 mégas, il est d'accord. En entreprise, c'est lié à chacune des entreprises. Et puis, si je reprends certains fournisseurs d'accès, les emails de plus de 2 mégas sont bloqués lorsqu'il y a une pièce jointe. Donc, quand on met du visuel, ça peut atteindre ce niveau-là. Hein. Si on met vraiment des visuels HD avec de la bonne qualité au niveau marketing, on peut atteindre ces tailles-là. Mais on peut faire des choses très jolies et optimisées sans dépasser les 150 kg et c'est très bien. Comment peut-on la mesurer avant d'envoyer? Il faut se l'envoyer à soi-même ou à MailTester. Ils vous feront un petit récap là-dessus en vous disant, MailTester, tiens, j'ai cet email qui pèse telle taille. Vous aurez un petit warning s'il est vraiment élevé. Et sur votre outil de messagerie, quand vous le recevez, vous avez la taille, donc vous voyez. Voilà. Donc il est très important de tester hein, vraiment vos envois avant, ne serait-ce qu'aussi pour éviter les petites fautes d'orthographe, ce genre de choses. Ça peut arriver quand on fait un email et qu'on a la tête dans le guidon lorsqu'on fait la rédaction. Alors, 15h38, je vois qu'on a bien dépassé le temps, mais moi ça ne me pose pas de souci, j'ai encore un peu de dispo à vous accorder. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Je vais remonter un petit peu le chat, voir si j'ai pas oublié d'autres questions un petit peu auparavant. Alors, juste avant, la question d'Emilie, peut-on contourner la règle personnalisée d'un compte Gmail qui a par exemple mis en spam un de nos emails et que cela se répète du coup? Non. On ne peut rien faire ici. Si c'est ce que j'appelle une règle personnalisée, donc une personne qui a décidé de ne plus recevoir vos emails, alors en plus sur Gmail, systématiquement tous les envois faits avec la même adresse mail et le même référentiel, c'est-à-dire le même serveur, la même identité, enfin toute cette mécanique-là. Et Gmail est suffisamment intelligent pour retrouver si vous changez uniquement l'infrastructure ou une chose dans votre envoi pour retrouver qui était qui. Donc quand Gmail marque en spam, pour lui, c'est du spam. Et là où Gmail est un petit peu différent des autres, c'est que si par exemple moi j'ai une adresse Gmail, je marque en spam, et que quelqu'un d'autre à qui j'ai fait un envoi de masse, qui a reçu le même mail que moi, marque en spam cet email-là, et bien en fait il va mettre en relation tous les utilisateurs Gmail qui ont déclaré que c'était du spam, et il va faire gonfler comme ça tous les envois qui lui seront faits à lui et noter la réputation du serveur qui a envoyé. Donc Gmail il a ses mécaniques à lui, hein, c'est comme Google pour son moteur de recherche, il fonctionne un peu par viralité. Donc tous ceux qui ont un compte Gmail qui marque en spam sur une donnée vont plus facilement
faire monter les règles personnelles de Gmail. Alors, comment peut-on chauffer une nouvelle adresse expéditrice pour augmenter sa réputation? Alors, je ne comprends pas bien le terme chauffer. Est-ce que c'est... Donc, augmenter la réputation et la délivrabilité. Je veux dire ça là-dessus pour jouer sur la réputation d'un serveur et, l'approuver. En fait, la DSI ou l'outil de routage qui maintient la réputation des serveurs, en fait, l'un de ces mécanismes, c'est de dire, bah, tiens, j'ai reçu un rapport d'Orange qui me dit, Orange considère que vous êtes un spammer, parce que vous envoyez des emails et le dernier envoi s'est mal passé. Et bien vous allez pouvoir aller déclarer chez Orange et leur dire, tenez, Orange, regardez mon identité, je ne fais pas du spam en fait, je fais de l'email marketing, c'est bien moi qui ai fait cet envoi. En gros, montre pas de blanche, hein, excusez-nous si les règles ont été enfreintes, dites-nous comment nous améliorer pour le prochain envoi. Et eux vont pouvoir déblacklister le serveur ou remettre la réputation qui va bien. La dernière action qui est envisageable, c'est qu'un outil de routage peut changer d'adresse IP. Et ça permet de repartir sur une réputation neuve. Donc en général, au plus une réputation est neuve, au plus elle est meilleure, hein, puisqu'on est inconnu des services. Mais on a également des outils en ligne qui permettent de vérifier la réputation de ces serveurs d'envoi. Donc ça, c'est plus pour les DSI, entre guillemets, parce qu'il faut connaître l'adresse IP du serveur. Et lorsqu'on connaît l'adresse IP du serveur, on peut vérifier la réputation comme ça et le voir. Alors, je remonte un petit peu, voir si j'avais oublié des questions au départ. Il y avait toute une phase sur les outils américains d'envoi, etc. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet-là qui est assez sensible et qui bouge beaucoup depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis avec ces nouvelles lois qui sont en cours de passage. Mais grosso modo, l'un des leitmotifs là, de la loi américaine, c'est de dire que les données n'appartiennent plus aux utilisateurs des outils, mais aux fournisseurs des plateformes. Donc ça voudrait dire que, grosso modo, si nous, Vocasa, vous nous fournissez vos données d'enquête, par exemple, ou votre fichier client, on fait un envoi dessus, et bien ça voudrait dire qu'on pourrait, et donc les prestataires américains surtout, hein, puisque nous on est basé en France, mais les Américains pourraient dire, ces données-là, j'ai le droit de les utiliser, puisque j'en suis propriétaire vu que vous utilisez ma plateforme. Donc c'est pas encore tout à fait passé, c'est un petit peu dans les tuyaux, mais c'est ce qui est en train de se faire. Donc voilà, je prends les précautions d'usage là-dessus hein, pour dire attention, non pas fuir absolument en courant tout de suite les outils américains, mais il y a des choses où il faut faire attention parce que on maîtrise pas l'ensemble. Ici, et il joue pas mal avec la loi, il s'accommode de pas mal de choses en ce moment. Donc voilà, donc je préconiserais quand même quand on travaille en Europe, c'est une des lois de la Commission européenne hein, que les données restent aux utilisateurs et non pas aux prestataires à qui on les confie. Voilà. Alors, l'adresse d'expédition et le serveur fonctionnent ensemble, donc changer d'adresse ne suffit pas si on continue de shooter avec le même serveur. Donc, en fait, l'autorisation peut servir à ça. C'est-à-dire que je peux très bien avoir un serveur en @vocasa.com, mais l'expéditeur serait Jean-Paul ou autre chose, avec une autre adresse mail expéditrice. Et dans ce cas, je peux dire, oui, mais lui, il a le droit d'utiliser mon serveur. Et son identité est quand même bonne. Donc on est capable de ne pas utiliser systématiquement le même domaine d'envoi et l'adresse expéditrice. On peut faire une différenciation comme ça. C'est possible. Ce qu'il faudra faire, hein, si par exemple j'utilise pour un serveur Vocasa, mais j'utilise l'identité @tartampion.com, il faut que je dise tartampion.com, en fait le référent c'est Vocasa et c'est lui qui fait les envois. Ou alors lui fait les envois parmi d'autres en fait. Et dans ce cas-là, je pourrais réutiliser mon adresse
avec la même infrastructure d'envoi, sans avoir obligatoirement changé de domaine ou etc. Mais ça me permettrait de changer d'adresse expéditrice. Voilà. Alors, est-ce que l'envoi par palier est valable pour un email transactionnel, à savoir des emails envoyés un par un, mais presque en même moment? Quand on fait de l'envoi vraiment un par un, c'est un par un. Après, il faut vraiment voir votre outil de routage dans ce cas-là, mais si par exemple je prends une messagerie d'entreprise et je fais un email vers une personne, puis un email vers une autre, puis un email vers une autre, là c'est vraiment du un par un, donc il n'y a vraiment pas de souci à se poser. De toute façon, le fait d'envoyer par lot va vraiment se déclencher par palier, donc paramétrable, mais on va dire qu'on commence à envoyer par lot au-delà de 50 ou de 100 emails à la fois. Donc là, on va faire un envoi par lot et planifié. Donc, en effet, il est quand même intéressant d'utiliser des paliers ni trop élevés en quantité, hein, de ne pas faire des lots, comme j'ai dit tout à l'heure, de 100 000, ni des lots trop petits. Il faut trouver le juste milieu. Mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui va vraiment nuire à la réputation de votre email. Vraiment plutôt se concentrer sur le contenu et sur l'identité de la personne, plus que sur ce nombre de lots. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir été assez clair avec mes explications. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. Ce webinaire sera rejoué et amélioré courant mai, toujours mis à jour, comme je disais. Vraisemblablement, j'y intégrerai un petit peu plus de détails sur les notes dans les 10 sur 10, avec un petit peu plus d'informations dessus. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine à vous, et je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires.